Bienvenue à tous pour cette séance consacrée au concept d'hégémonie à l'intérieur de cette magnifique salle que je découvre, mais qui offre une vue splendide. On avait prévu pour cette séance de faire intervenir Tozel sur ce concept d'hégémonie. Malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre. Et donc, on a demandé à Hugo Touzet de construire cette séance. Et nous le remercions parce qu'il le fait alors que ce n'était pas prévu à l'origine comme ça. Voilà, il va nous éclairer sur un concept qu'on pourrait penser de prime abord recoupant exclusivement des enjeux théoriques, mais si nous le faisons, c'est pas pour pur plaisir du raisonnement intellectuel. Nous pensons qu'il y a une nécessité à prendre en compte ce concept d'hégémonie, de le prendre en compte y compris pour investir de nouvelles formes de pratiques politiques. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons qu'Hugo à la fois fasse un retour sur la façon dont le concept a été forgé par Gramsci, mais aussi les leçons que cela peut avoir pour nous en termes de pratiques politiques, pour le parti, pour les gens avec qui on travaille et pour les gens que nous cherchons à organiser. Donc je vous propose qu'on fonctionne de façon très classique, 45 minutes d'intervention pour Hugo, et ensuite un dialogue de 45 minutes, peut-être soit tourné vers des précisions conceptuelles, mais également sur l'usage qu'on peut avoir de ce concept pour investir de nouvelles pratiques politiques. Je te passe la parole pour 45 minutes, en précisant qu'il nous a préparé une petite bibliographie que je vais faire circuler. Il n'y en a pas pour tout le monde, donc si vous pouvez en prendre un pour deux, c'est ce qui permettrait que tout le monde puisse la lire. Et préciser aussi que André Tozel, qui donc n'a pas pu venir, mais va bientôt sortir André Tozel va bientôt sortir un recueil de textes, un ouvrage sur Gramsci, et donc il n'est pas pu venir, mais vous aurez l'occasion bientôt de lire son bouquin. Avant de commencer, je vais revenir rapidement sur la manière dont j'ai pensé cet atelier. On m'a demandé, j'ai voulu faire ça. Les universités doivent permettre de prendre le temps du recul, de la réflexion que le rythme militant quotidien offre rarement. Mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse repartir d'ici avec des outils nouveaux, réutiliser ce qu'on a appris de la théorie pour faire évoluer notre pratique. Donc je vais essayer d'aborder des concepts théoriques, de rendre compte de débats d'idées, mais en reliant toujours ça au problème du vrai monde, entre guillemets, c'est-à-dire ceux auxquels nous sommes confrontés quand on essaye de transformer la société. Pour commencer, pour introduire, je pense que ça s'y prête, partir du cas du mouvement communiste. Peut-être après pour les questions, par contre, si je vais trop vite, s'il y a un truc qui n'est pas bien saisi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Le mouvement communiste, c'est donc un mouvement de critique sociale qui cherche perpétuellement à abolir l'état actuel des choses. En tout cas, c'est une des définitions qu'en donnent Marx et Engels dans l'idéologie allemande, mais en rester là, ça pose quand même un problème qui est d'avoir une définition uniquement négative. On sait ce que nous ne voulons pas, mais on ne sait pas trop ce que l'on porte. La majorité des gens, d'ailleurs, si la question était posée, répondraient facilement que le PCF lutte contre le capitalisme, est opposé au système libéral, ou encore pour des combats contre la colonisation, contre le racisme, contre les discriminations. Mais la question de savoir ce que défend le PCF, ça paraît moins évident au premier abord. Question épineuse donc, que celle de savoir quel projet ou quelle proposition porte le Parti communiste. Mais quand on regarde les programmes électoraux, quand on s'intéresse un peu aux débats internes, pendant les congrès, pendant les conférences, quand on écoute un peu les militants communistes parler, on voit bien que la question n'est pas tant de savoir si le PCF possède un projet politique, parce que c'est évidemment le cas, mais bien comment celui-ci se propage dans la société. Et donc notre préoccupation pendant cette séance ne va pas tant être celle du contenu que celui de la réception, que la préoccupation de la réception, même si évidemment on ne peut jamais penser les deux de manière totalement indépendante. La réception et la portée du message du PCF dans le temps, elle n'est évidemment pas uniforme et elle est fortement corrélée aux résultats électoraux. Il n'est pas possible de comprendre les fluctuations de l'importance du PCF dans la sphère politique et sociale, d'analyser l'adhésion de la population au projet du PCF en faisant abstraction de l'état des forces et des idéologies en présence dans un contexte et une période donnée. Le projet communiste, il s'est heurté
au cours de l'histoire, à des projets concurrents, et c'est ce rapport de force-là qu'il faut saisir si on veut comprendre l'état dans lequel se trouve le mouvement communiste. Parce que par essence contestataire du mouvement capitaliste, du modèle capitaliste et libéral dominant, je parle trop vite peut-être pas, le PCF, il a su, c'est l'introduction de toute façon, le PCF, il a su à différentes périodes obtenir une aura importante au point de déstabiliser le modèle dominant. Et donc, l'objectif de la conquête du pouvoir et de la révolution, si on entend révolution au sens littéral de renversement, d'inversion de l'ordre en place, est donc aussi à comprendre en termes de conquête de la position idéologique dominante. Lutter contre un modèle dominant pour en faire émerger un autre, c'est ce qui va essayer de nous intéresser pendant ce à quoi je vais essayer de vous intéresser pendant cette discussion. Et c'est là qu'intervient le concept d'hégémonie ou d'hégémonie culturelle. On entend de plus en plus le concept d'hégémonie, de plus en plus présent dans la société, un peu à toutes les sauces, à gauche surtout, mais pas seulement, on aura l'occasion de le voir. On l'entend dans les discours, dans les discussions politiques, mais aussi dans les publications qui foisonnent à ce sujet. Et donc je disais, il y a une bibliographie qui tourne, vous pouvez jeter un œil, elle n'est évidemment pas exhaustive. Quand on parle d'hégémonie, on pense aussi tout de suite à Antonio Gramsci. La théorie gramscienne de l'hégémonie, elle est en effet considérée comme l'un des résultats les plus importants du philosophe, et notamment au cours de ses fameux cahiers de prison, qui est l'œuvre majeure d'Antonio Gramsci, qu'il a écrit pendant 10-11 ans où il était en prison. Vulgairement, basiquement, la théorie de l'hégémonie chez Gramsci, elle est interprétée comme une théorie du pouvoir dans les sociétés complexes. C'est en tout cas la lecture qui va en être faite à partir des années 60. Je rappelle que Gramsci meurt en 1937, mais c'est à partir des années 60 qu'il va commencer à être réapproprié, redécouvert. Et donc cette lecture va finir par faire de l'hégémonie une interprétation de la lutte politique dans les sociétés démocratiques. Donc comme disait Yann, on n'est pas du tout là uniquement pour parler de pure pensée, de spéculation, mais on voit bien qu'on a affaire à un concept dont les implications sont tout à fait concrètes. Et d'ailleurs Gramsci lui-même, quand il écrit, à son époque, il s'intéresse, il cherche à savoir, à réfléchir à une façon dont il était possible, dans une Italie fasciste, de proposer concrètement une perspective stratégique communiste. Et donc l'hégémonie, il y a une espèce de double volet, c'est-à-dire que c'est à la fois un concept analytique explicatif, un outil utile pour comprendre la société, mais c'est en même temps un instrument qui vise à la transformation sociale. Il faut toujours avoir ces deux aspects quand on parle de l'hégémonie. Pardon, excusez-moi. C'est pourtant intéressant à ce moment-là. C'était si chiant que ça. Mais bon, pour revenir un peu sur le mot d'hégémonie. En grec ancien, le terme est dérivé d'hégestai qui signifie, pas pour la prononciation, mais ça signifie diriger, conduire. Ensuite, un peu plus tard, ça donnera heigemon, qui littéralement veut dire commandant en chef, et qui va désigner pendant la guerre du Péloponnèse la cité la plus puissante, c'est-à-dire celle qui joue le rôle de leader dans les jeux d'alliance entre les différentes cités grecques. Aujourd'hui, le terme, dans son acception courante, définit la domination sans partage. Il est utilisé par exemple dans le domaine des relations internationales pour désigner une situation où un État est dominant sur les plans militaires, économiques, diplomatiques. Et donc, à partir de cette définition usuelle, le philosophe Antonio Gramsci a élaboré le concept d'hégémonie culturelle, c'est-à-dire la domination culturelle et idéologique d'une classe sur une autre. S'il va être le premier à formaliser réellement le concept, avant lui déjà, à partir des années 1880, des révolutionnaires marxistes russes, comme Plekhanov, qui est un des fondateurs du mouvement social-démocrate en Russie, va utiliser le terme d'hégémonie pour se référer à l'alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie pour renverser la bourgeoisie. Au cours des années qui suivent, le terme il va être énormément repris chez les révolutionnaires russes, et notamment par Lénine, Lénine qui va en parler dans les polémiques qui opposent les bolcheviks et les mencheviks avant les révolutions d'octobre. Et c'est d'ailleurs l'expérience de 1917 et le fait que Lénine utilise le terme qui va pousser Gramsci à reprendre l'hégémonie dans les cahiers de prison. Mais si le terme était déjà donc existant à la fin du XIXe siècle, Gramsci va donner une portée tout à fait nouvelle au terme pour, je pense, 3 raisons. La première évolution qui fait subir au terme, c'est que l'hégémonie ne désigne plus uniquement l'activité de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, mais toute forme d'action politique dirigeante entreprise par un groupe social vis-à-vis d'un autre au cours de l'histoire. La deuxième évolution du terme, c'est que l'hégémonie va avoir une redéfinition de sa nature et s'appuyer sur des considérations morales, politiques, culturelles, cognitives, et plus uniquement sur une simple question de rapport de force, de domination.
enfin, et je pense que c'est vraiment la principale évolution, c'est que le terme va basculer du statut de moyen de la révolution dans la pensée de Lénine au statut de fin du politique chez Gramsci. C'est-à-dire qu'avant, sous la plume de Lénine, l'hégémonie était un moyen pour parvenir à la révolution. Chez Gramsci, ça devient le but, c'est la finalité, atteindre une configuration hégémonique. Ce qui rend le concept d'autant plus intéressant pour nous, et en même temps difficile à expliquer, c'est qu'il n'en est donné par Gramsci aucune définition précise, englobante, pouvant être valide une fois pour toutes. Et c'est d'ailleurs ce qui va sûrement amener à de nombreux débats, puisque l'hégémonie, au contraire, elle va connaître des nuances qui évoluent au gré des situations historiques concrètes, et c'est ces situations-là qu'il s'agit d'analyser. Et donc, c'est ce que je disais, sur cette ambivalence que repose l'intérêt qu'on porte au concept. À la fois, ça dessine les contours d'une notion utile et adéquate pour étudier les stratégies politiques de conquête du pouvoir, et en même temps, c'est un concept difficilement saisissable qu'il faut constamment penser et appréhender au sein d'un contexte socio-historique qui est donné. Socio-historique spatial, si vous lisez un petit peu, regardez. Donc, on va s'arrêter un peu sur le terme d'hégémonie, mais voir les trois évolutions, je répète. D'abord, on n'est plus uniquement dans l'action de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, mais toute action politique dirigeante d'un groupe sur un autre. Deuxièmement, une redéfinition de la nature de l'hégémonie en incluant des considérations culturelles, morales, etc. Et enfin, on passe d'un statut de moyen à un statut de fin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toute la théorie gramscienne, et à plus forte raison dans la théorie de l'hégémonie, et ça relie ce que disait Yann au début, c'est qu'il y a un lien intime avec la notion d'intellectuel. Plus précisément, il y a une volonté très très forte de ne jamais séparer la pratique de la théorie. Gramsci lui-même a été un des plus grands penseurs du XXe siècle, mais ça a été également un député et un des fondateurs du Parti communiste italien. Donc toujours la théorie et la pratique, et d'ailleurs tout son cheminement de pensée va le conduire à définir le marxisme comme la philosophie de la praxis. Il n'écrit plus marxisme à la fin de ses textes des cahiers de prison, il va écrire philosophie de la praxis. En dernière instance pour lui, il n'y a pas de différence entre philosophie et politique, qui sont une seule et même chose. Je me permets ce détour parce que je pense qu'il faut avoir bien ça en tête si on veut comprendre ce que Gramsci entend par révolution, par réforme morale et intellectuelle, par culture. Et tout ça a évidemment une incidence directe sur la stratégie politique, puisque du coup, la clé de voûte de l'unification des classes sociales, ça devient la fonction intellectuelle. Soit dit en passant, et ça on y reviendra à la fin, mais l'idée même d'une détermination de la politique par l'économie, si on voit la politique et l'économie comme deux sphères distinctes, où l'économie détermine en dernière instance la politique, ça n'a plus sens, ça n'a plus de signification chez Gramsci. Ça, on va y revenir à la fin. Pour Gramsci, la réforme intellectuelle et morale, c'est un processus qui doit construire un parti, d'abord, parce qu'il parle beaucoup du Parti communiste, sur un nouveau rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Dans cette réforme intellectuelle, c'est-à-dire dans ce changement de paradigme, le rôle des intellectuels organiques, pour Gramsci, c'est de permettre au prolétariat de passer du statut de gouverné à celui de gouvernant d'abord au sein du parti, pour qu'ensuite cette division soit dépassée dans la société elle-même. Tout ça pour dire que l'hégémonie, en quelques mots, ça sert à souligner les dimensions culturelles et morales de l'exercice du pouvoir politique. Pour en arriver à ce point, on va essayer de retracer un peu la démarche de Gramsci, parce qu'il met toujours un point d'honneur à dresser des prémices historiques, c'est-à-dire à toujours se baser sur des cas concrets pour élaborer ces concepts philosophiques. Et donc, si on suit un petit peu cette démarche, le terme d'hégémonie, il est d'abord utilisé dans l'étude qu'il fait du Risorgimento italien. Le Risorgimento, c'est cette période de la seconde moitié du XIXe siècle en Italie, où l'Italie va s'unifier. Il écrit que cette période est marquée par une hégémonie du parti des modérés, vis-à-vis du parti de l'action et vis-à-vis de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie italienne. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le parti des modérés représentait qu'une petite partie de la bourgeoisie, numériquement assez faible, et c'est un parti composé en majorité d'acteurs politiques que Gramsci qualifie d'intellectuels. Après l'unification italienne, l'hégémonie des modérés va se perpétuer et ils parviennent à investir leurs élites dans le système parlementaire. Cette étude de cas va permettre à Gramsci de montrer que si l'hégémonie repose sur la prééminence militaire, ici c'était celle de l'armée piémontaise, elle fonctionne également, c'est très important pour nous, grâce à un pouvoir d'attraction qui s'exerce à partir d'un groupe social en direction d'un ou plusieurs autres. Ainsi, le Risorgimento, il marque la victoire politique des modérés, premièrement parce qu'ils ont mené la guerre contre le pape et l'Autriche, ensuite parce qu'ils ont obtenu par consentement le ralliement du parti de l'action et de la bourgeoisie, et enfin, troisièmement, parce qu'ils ont neutralisé et laissé de côté des groupes subalternes que représentaient la classe paysanne et les couches populaires urbaines.
Dans son ouvrage Gramsci, le bloc historique, Hugues Portelli, qui est un politiste et un juriste, mais qui est également sénateur UMP, c'est pour ça que je dis maintenant, il est devenu sénateur UMP, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment un concept qui est utilisé par un spectre large. Il va, donc Portelli, dans son bouquin, déduire qu'à partir de cet exemple du Risorgimento, on peut déduire la coexistence de 4 entités. C'est là où je m'installe. Et à mon avis, c'est pour ça que je vais demander à Yann de les écrire, parce que c'est 4 entités qui sont, à mon avis, très utiles pour nous aujourd'hui pour essayer de penser des configurations hégémoniques nouvelles. Il dit on peut observer un pôle dirigeant. Attends. Un pôle dirigeant, vas-y. Un pôle auxiliaire. C'est beau, hein. Pôle auxiliaire. Un pôle subalterne. Et un pôle ennemi. Ça, c'est décompté. Et un pôle ennemi. Subalterne. Il va falloir que tu plies les genoux, Yann. Et un pôle ennemi. Alors vous voyez pas au fond, mais le dernier c'est pôle ennemi. Et donc à partir de là, l'hégémonie. J'en ai mis 2, c'est. À partir de là, l'hégémonie se définirait par la relation mutuellement consentie entre l'entité dirigeante, enfin la relation mutuellement consentie que l'entité dirigeante entretient avec le ou les groupes auxiliaires. Et donc l'hégémonie n'est plus une situation de fait, mais plutôt une relation, un processus. Mais Gramsci va critiquer aussi le Risorgimento en ceci que l'hégémonie qu'on y observe est une hégémonie très partielle. En effet, ce qu'il va nous dire, c'est que cette hégémonie réduit la majorité de la population à un état passif, à une position subalterne. Et donc contre cet exemple du Risorgimento, il va mettre en avant un autre exemple, toujours dans cette démarche d'ancrer sa réflexion dans des situations concrètes, qui est celle de la phase jacobine de la Révolution française. Les Jacobins, explique-t-il, ont incorporé à leur projet révolutionnaire les couches sous-privilégiées dans l'unique but de s'en faire des alliés dans la lutte contre l'aristocratie. Pour y parvenir, ils ont consenti au sacrifice d'une partie de leurs intérêts immédiats de classe, c'est-à-dire ceux de la bourgeoisie, pour inclure dans leur programme des revendications issues des couches populaires. Gramsci écrit, toutes les citations de Gramsci que je fais, c'est des citations issues des cahiers de prison. Au début, les représentants du tiers-État ne se posaient que les problèmes qui concernaient les composantes physiques effectives du groupe social, leurs intérêts corporatistes immédiats, corporatistes au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire les intérêts immédiats et égoïstes d'une catégorie étroite. Petit à petit, s'est dégagée une nouvelle élite qui ne se préoccupait pas seulement de réformes corporatistes, mais tendait à concevoir la bourgeoisie comme un groupe hégémonique à l'intérieur de toutes les forces populaires. N'hésite pas à ralentir le rythme sur les citations. Parce que c'est costaud. J'explique derrière. Vas-y. Le jacobinisme, contrairement au Risorgimento, c'est un projet d'hégémonie totale, et non plus partielle. Parce qu'on a en effet l'ambition du groupe fondamental qui est la bourgeoisie d'hégémoniser, si on peut dire, l'ensemble des éléments populaires au moyen de concessions concrètes. Ces concessions, elles vont être considérées comme le prix que les jacobins sont prêts à payer pour une adhésion politique active de leurs alliés, une adhésion positive et non plus simplement une position passive. Ce pouvoir, là je cite encore Gramsci, ce pouvoir d'attraction du groupe fondamental vis-à-vis des couches auxiliaires s'opère par l'intermédiaire d'un groupe bien particulier qui sont les intellectuels organiques. Dans un essai qu'il va écrire en 1926, un petit peu avant son arrestation, Gramsci va prendre cet exemple de la politique jacobine de la Révolution française comme un modèle qu'il faudrait reproduire dans l'Italie du XXe siècle, avec évidemment une configuration différente. Il explique, pour reprendre nos catégories, que le prolétariat du Nord jouerait le rôle de groupe dirigeant, que les paysans défavorisés du Sud joueraient le rôle d'auxiliaire, et que la bourgeoisie industrielle serait l'ennemi à renverser. Et donc, on est toujours dans un jeu d'agencement entre des catégories. Ça peut être intéressant d'essayer de traduire ça à notre époque. Dans cette nouvelle configuration contemporaine, il va encore mettre en avant le rôle des intellectuels organiques du Parti communiste italien. Et ce rôle-là, ça va être de persuader, au moyen d'un activisme idéologique, les petits intellectuels de l'Italie rurale du bien fondé de cette alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie. Parce que, selon Gramsci, les intellectuels sont les plus à même de convaincre les paysans de se rallier à la cause ouvrière. En résumé, faire un peu un condensé, l'hégémonie, elle se construit au moyen d'un pouvoir d'attraction, mais aussi grâce à des compromis et à des concessions qui favorisent le ralliement conscient des forces auxiliaires. Donc l'hégémonie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas écraser les autres, mais c'est obtenir un ralliement conscient, une participation active.
Et donc on peut établir qu'un des critères principaux, voire fondamentaux de la politique hégémonique, c'est qu'elle repose, ce que je disais, sur le consentement des groupes alliés. Donc là, tu vas devoir te relever pour écrire de nouveau. Pour comprendre un peu ça, il faut entrer plus en détail dans la distinction que Gramsci fait entre société civile et société politique, qui sont aussi deux concepts, majeurs chez Gramsci qui sont présents tout au long. Société civile et société politique. Ouais, mais société civile, société politique et État. Et ça, c'est encore des notions. Ce qui est compliqué chez Gramsci, c'est qu'il ne va jamais les définir de manière systématique et que la définition va être fluctuante et qu'elle va d'ailleurs entraîner de nombreux débats entre les commentateurs de l'œuvre de Gramsci. Mais on peut avoir un triangle de concepts entre société civile, société politique et État. Je fais un triangle? Non. Non. La société civile, c'est le pôle le plus essentiel du triangle. Et la notion, elle est d'autant plus intéressante parce qu'elle est habituellement présente chez des auteurs plutôt libéraux comme Locke, comme Tocqueville. Hegel utilise aussi cette notion. Et elle est définie chez Gramsci comme englobant toutes les relations sociales et les organisations qui ne participent ni à la reproduction économique de la société, c'est-à-dire les entreprises capitalistes, ni à la vie de l'État. Donc la société civile, c'est l'ensemble des institutions entre guillemets privées, comme les organisations religieuses, les syndicats, les partis politiques, les établissements culturels, aujourd'hui ça pourrait être les médias, les maisons d'édition, et plus généralement toutes les formes d'associations libres des citoyens. Pour Gramsci, la société civile, c'est vraiment le lieu où les batailles culturelles et idéologiques font rage entre les individus et les groupes sociaux. Il y a donc un enjeu de taille pour l'intellectuel au sein de la société civile à accomplir sa mission d'organisateur politique, de ce que Gramsci appelle de persuadeur permanent. En gros, résumé, la société civile, c'est le champ propice au débat, à l'art de la persuasion et à la pratique du consentement dont on parlait tout à l'heure. A l'inverse, la société politique, ça va être la sphère de la coercition, de la contrainte, de la domination, de l'exercice de la force, et cette force, elle peut être de nature militaire, policière ou juridique, administrative. En gros, la société politique, c'est l'État dans sa dimension administrative et répressive, ce que Bourdieu appelle la main droite de l'État. C'est l'État qui est titulaire du monopole de la violence légitime. L'État, enfin, tu peux faire les deux sous-parties. Alors attends, explique-moi ça. L'État va se diviser en deux sous-groupes. Le premier, ça va être un groupe simplement dans la continuation de la société politique, c'est-à-dire un pur appareil de répression et d'administration, et dans ce cas-là, on va appeler ça l'État-gouvernement. Mais le terme, et c'est beaucoup plus intéressant et développé chez Gramsci, peut aussi renvoyer à l'unité concrète de la société politique et de la société civile, c'est-à-dire à l'unité de la domination et du consentement, et dans ce cas-là, on parle d'État intégral. Non, tu peux répéter pour tout le monde l'État intégral? L'État intégral, c'est l'unité entre la société civile et la société politique, c'est-à-dire l'État dans lequel on va retrouver à la fois le consentement et la domination. Mais je vais expliquer. L'État, donc, sous Gramsci, devient l'ensemble des activités pratiques et théoriques grâce à laquelle la classe dirigeante non seulement justifie et maintient sa domination, mais réussit à obtenir le consentement de la population. Je vais revenir là-dessus. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que c'est dans le contexte de la société civile que l'hégémonie se forge par le biais des partis et des intellectuels organiques qui s'attachent à rallier des groupes sociaux disparus. Mais ça n'exclut évidemment pas la dimension coercitive de l'hégémonie, qui serait une recherche permanente du bon dosage entre la coercition et entre le consentement. Et donc, la meilleure configuration, évidemment, si on entend meilleur au sens de plus stable, la plus solide, la meilleure configuration d'un système hégémonique, c'est celui où la coercition s'efface parce qu'elle est rendue inefficace, inutile, par le consentement. Quand on a un cas où un État a un consentement très important de sa population, on n'a pas besoin d'utiliser la coercition. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans la plupart des systèmes de ce type, c'est le cas par exemple des sociétés occidentales, des démocraties occidentales dans lesquelles on vit, les appareils de coercition, et ça c'est extrêmement actuel, je vais expliquer pourquoi, les appareils de coercition ne vont pas disparaître, mais vont rester en quelque sorte masqués, en retrait, pour ne surgir qu'en cas de crise, quand le consentement s'affaiblit et quand l'hégémonie régresse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la multiplication des interventions coercitives d'un État, c'est pas du tout un signe de puissance, mais c'est au contraire un signe de faiblesse d'un régime. Quand un État en vient à avoir besoin de multiplier la répression, c'est plutôt mauvais signe. L'appareil répressif, là c'est Gramsci qui parle, l'appareil répressif des États contemporains est constitué pour s'exercer sur l'ensemble de la société,
en prévision de moments de crise de commandement et de direction, c'est-à-dire de crise d'hégémonie, lorsque le consentement spontané disparaît. Et ça, pourquoi je disais que c'est très actuel, parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Grèce ces derniers mois. C'est ce que Gramsci nomme le césarisme, c'est-à-dire la propension des régimes démocratiques à manifester des penchants autoritaires en temps de crise. En temps normal, les institutions démocratiques, les institutions dominantes, bureaucratiques, financières, politiques, militaires, elles ne rechignent pas à laisser les institutions démocratiques aux commandes. Par contre, quand on rentre en temps de crise, ça ne va plus être le cas, d'abord parce que les contradictions inhérentes aux institutions s'approfondissent, et ensuite parce que l'opinion publique se retrouve fluctuante et menace de se tourner vers des solutions beaucoup plus radicales. Et c'est ce qui explique notamment l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la Grèce, qui avait peur de l'hémorragie syrienne. Bon. On voit aussi, on a un peu dressé les contours du concept d'hégémonie, mais on voit que c'est très difficile d'en rendre compte aussi parce que dans les écrits de Gramsci, ça arrive en filigrane tout le long, mais il n'y a pas un moment où il va l'expliquer réellement. Par contre, ce qu'on a pu montrer, c'est que la bataille pour l'hégémonie convoque la négociation et la stratégie politique, mais aussi la persuasion idéologique. Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue des débats marxistes? Ça veut dire que Gramsci rejette un économicisme primaire qui mettrait au centre les luttes entre les intérêts matériels divergents. Pour expliquer ça, c'est que pour le philosophe, pour Gramsci, les configurations économiques ne sont pas l'explication de tout, mais elles sont simplement des facteurs qui peuvent conditionner l'hégémonie. En aucun cas, les conditions économiques ne peuvent être l'explication ultime. Les conditions matérielles, en ce sens, sont que des potentialités hégémoniques. Par exemple, la possession du capital rend possible l'hégémonie bourgeoise, tout comme la perspective de l'expropriation des capitalistes rend possible une future hégémonie de la classe ouvrière. Mais en définitive, je répète, le terrain privilégié de la construction de l'hégémonie, ça reste le terrain de l'idéologie. En termes marxistes, l'échelle de l'hégémonie, c'est l'échelle de la superstructure, c'est-à-dire ce qui est relatif à l'ensemble des idées dans une société, les institutions politiques, juridiques, religieuses, et pas l'infrastructure, qui sont les simples rapports de production. Cette perspective fait alors des intellectuels les agents de l'hégémonie en charge de faire correspondre cette hégémonie, cette recomposition de la culture, avec la révolution du sens commun, le sens commun étant celui des dominés. Par exemple, la révolution d'octobre, pour illustrer, c'est pas seulement un basculement politique et économique, mais c'est aussi un bouleversement intellectuel et moral pour les couches politiques, pour les couches populaires et pour les élites culturelles. Encore une fois, tout ça ne veut pas dire que cette hégémonie est seulement abstraite, purement intellectuelle. Gramsci précise bien que si le processus a lieu dans les consciences, il va ensuite s'incarner, s'actualiser, en prenant forme dans des institutions matérielles qui sont quant à elles très concrètes. Et ce qui rend compliqué, quand on a un groupe en situation hégémonique, de renverser cette hégémonie. Encore une fois, tout ça veut dire que l'hégémonie chez Gramsci, ce n'est pas un concept applicable à un état de fait, mais c'est davantage des processus, l'actualisation permanente d'un projet social. Quand on parle d'hégémonie de la bourgeoisie, avec un regard gramscien, c'est pas se contenter de dresser un constat dans un espace temporellement défini, mais ça exprime plutôt la référence à des processus de domination, de reproduction, ainsi qu'à une analyse d'une extension, d'un repli en fonction des rapports de force avec d'autres ambitions hégémoniques. D'ailleurs, cette question de la reproduction, elle trouve sa source dans l'éducation, qui est aussi un pan très très important de la pensée de Gramsci. Pour lui, l'éducation, c'est un processus social fondamental qui est omniprésent à chaque stade de la vie humaine et qui est incarné par une myriade d'activités sociales diverses de nature publique, privée, collective, individuelle. L'éducation, ça ne se cantonne pas du tout à l'école chez Gramsci, même s'il a une autre conscience du rôle de l'enseignement, puisqu'il a lui-même enseigné dans les écoles du parti et en prison. Donc plutôt que de parler simplement d'éducation, Gramsci va parler de relations éducatives. Et là, pour les militants que nous sommes, c'est vraiment important d'avoir cette dimension en tête. Gramsci écrit que cette relation éducative existe dans toute la société et pour chaque individu à l'égard des autres. Tout rapport d'hégémonie est nécessairement un rapport d'éducatif. Donc là, on a, en tant que militant, visant à la transformation sociale, une responsabilité très grande. Si encore une fois, l'éducateur par excellence, quand Gramsci écrit, c'est l'intellectuel, en particulier celui qui exerce au sein du Parti communiste le rôle d'intellectuel organique. Sur le modèle de Marx, qui posait la distinction entre les classes en soi et les classes pour soi, si la classe en soi est un simple potentiel et la classe pour soi la prise de conscience des intérêts de classe, il faut que la classe révolutionnaire fasse l'expérience d'une prise de conscience de son potentiel hégémonique.
Ça implique le passage d'une conception étroite corporatiste, matérielle, fondée sur des conditions économiques, à une élévation jusqu'à la sphère éthique et politique. Et là, on comprend pourquoi Gramsci ne fait pas de différence entre la philosophie et la politique. Il va écrire « La compréhension critique de soi-même advient à travers une lutte entre des hégémonies, entre des directions contradictoires. » Et là, je pense que c'est vraiment la citation clé. La conscience de faire partie d'une force hégémonique déterminée, c'est-à-dire la conscience politique, est la première phase vers une conscience de soi ultérieure et progressive, dans laquelle la théorie et la pratique s'unifient. À partir de ces éléments théoriques, on pourra revenir dessus évidemment, l'objectif c'est qu'on puisse avoir une discussion, un échange sur ce que pourrait être une configuration hégémonique aujourd'hui et sur les moyens d'y parvenir. On a vu que Gramsci accorde une place hyper importante aux intellectuels, notamment aux intellectuels du Parti communiste. Je reviendrai très rapidement sur ce qu'il entend par intellectuel, mais en tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, on est dans une situation nouvelle, avec une recomposition de l'échiquier politique, de la gauche particulièrement, de nouvelles formes d'engagement apparaissent, la pensée critique s'élabore davantage dans les universités qu'au sein des partis politiques, etc. Et en même temps, on sent une renaissance de cette culture-là, de cette culture critique, d'abord parce que depuis quelques années, les ouvrages marxistes réapparaissent à l'université et dans les librairies, alors qu'ils avaient disparu depuis presque 30 ans. On va redécouvrir des auteurs, Gramsci, Poulantzas, Lefebvre. De nouvelles thématiques sont réappropriées par ces courants, comme l'écologie ou le féminisme. Et il y a, à mon avis, au sein de la société, une très importante recherche de sens et d'alternatives qui va se traduire par un engagement important dans le monde associatif, dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une dépolitisation, comme on veut souvent le faire croire, mais je pense qu'il y a une politisation qui est différente. Enfin, à mon sens, le potentiel hégémonique dont on parle existe réellement dans la société. Pour lancer la discussion, je voulais simplement finir par deux cas concrets qui sont des constructions politiques contemporaines pleinement imprégnées de cette pensée de l'hégémonie. Le premier cas, c'est l'exemple de la Manif pour tous. Le second, c'est l'illustration de Podemos en Espagne. Donc je ne reviendrai pas sur Podemos, là parce que je vais manquer de temps ensuite, parce qu'hier, Alexis Cuquier a fait une intervention très intéressante à ce sujet et que vous pourrez la retrouver en ligne sur le site des universités d'été. Donc je parlais de la Manif pour tous, simplement un petit retour sur la notion d'intellectuel, parce que c'est pas si évident et que j'en ai parlé pendant une demi-heure. Donc la notion d'intellectuel, donc en effet, ça semble parler à tout le monde, mais si on réfléchit, c'est pas si évident que ça à définir. On ne peut pas, par exemple, dire que ça se réduit à des critères objectifs, les diplômes, le nombre de publications, le nombre de bouquins, etc. Et Gramsci, là, va nous donner quelques éléments de réflexion. Dans les cahiers de prison, il écrit qu'il n'existe pas d'activité humaine dont on puisse exclure tout à fait Il n'existe pas d'activité humaine dont on puisse exclure tout à fait l'intervention intellectuelle. Il n'est pas possible de séparer l'homo faber de l'homo sapiens. S'il est possible de parler d'intellectuel, il n'est pas possible de parler de non-intellectuel parce qu'il n'existe pas de non-intellectuel. À partir de là, l'intellectuel, il ne peut pas être défini comme celui qui pense, puisque toute activité humaine, y compris la plus élémentaire, à l'image des ouvriers manutentionnaires dans l'industrie fordiste, toute activité humaine requiert la mobilisation de l'intellect. Mais l'intellectuel n'est pas celui qui se définit comme pensant plus ou mieux que les autres. Gramsci, là, il ne se situe pas sur un plan anthropologique ou psychologique, en conférant à l'intellectuel des qualités intrinsèquement supérieures, mais son analyse va être d'ordre sociologique, c'est-à-dire que l'intellectuel est intellectuel en tant que la société lui en confère le statut. Voilà, il écrit, pour illustrer ça, « L'erreur de méthode la plus répandue me semble celle d'avoir cherché le critère de la distinction dans ce qui appartient de façon intrinsèque aux activités intellectuelles, et non, au contraire, dans l'ensemble du système de rapports dans lequel celles-ci viennent à se trouver dans l'ensemble général des rapports sociaux. » L'essence de l'intellectuel devient alors son rôle social. Et ce rôle ou cette fonction, ça va être la production et la diffusion de savoir dans la société, par opposition à la reproduction directe des ressources matérielles, qui ça reste le rôle des paysans et des ouvriers. Le statut de l'intellectuel se trouve considérablement modifié vis-à-vis de sa définition initiale, qui était y compris donnée par les théoriciens classiques du socialisme allemand. Marx et Engels, par exemple, plaçaient l'intellectuel beaucoup du côté de la bourgeoisie, en considérant que l'oppression et la domination, si elles nécessitent la possession des moyens matériels, nécessitent aussi la maîtrise des ressources idéologiques. Je citais l'idéologie allemande, ils écrivent, Marx et Engels, les pensées de la classe dominante sont aussi à toutes les époques les pensées dominantes, ça va jusque-là. Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle.
La classe qui dispose des moyens de production matérielle dispose du même coup des moyens de la production intellectuelle. Gramsci, au contraire, lui, il ne va pas entièrement assimiler l'intellectuel à la classe dominante. Il va regrouper les intellectuels sous un terme de couches, de strates, et qui vont englober de manière très large les professeurs d'université, les journalistes, les écrivains, mais d'autres catégories, comme les artistes, les prêtres, les techniciens, les hommes politiques, les fonctionnaires, les avocats. Et même si on a affaire à des groupes très divers, ils ont une chose en commun, c'est de remplir une fonction culturelle, politique ou technique qui ne se trouve pas immédiatement inscrite dans le processus de production matérielle. Et donc chacun à leur manière, ces intellectuels contribuent à la création d'une certaine vision du monde, à un certain climat culturel ambiant. C'est ça, c'est très intéressant. Donc, j'ai parlé beaucoup aussi d'intellectuels organiques. Intellectuels organiques, qu'on peut aussi appeler intellectuels d'institution ou d'organisation, c'est des intellectuels qui appartiennent au groupe dominé et qui agissent de manière hétéronome vis-à-vis des partis politiques, c'est-à-dire qu'ils assument l'étiquette politique et le lien avec les structures organisées. L'intellectuel organique chez Gramsci, il émerge en même temps que le mouvement de la classe émergente, la bourgeoisie d'abord et le prolétariat ensuite, et il possède ce rôle d'organisateur dans l'avènement du nouveau système, dans cette révolte, de cette réforme morale et culturelle. Et donc, les intellectuels, pour finir, sont vraiment à l'articulation des changements sociaux et idéologiques. Je pense que je vais être dans les temps si je finis sur l'exemple de la Manif pour tous. C'est un cas qui est intéressant, déjà parce qu'on n'y pense pas forcément quand on veut parler d'hégémonie culturelle, et c'est un cas qui nous enseigne une fois de plus qu'il n'y a pas un modèle unique et absolu, mais toujours un ancrage dans un contexte historique, social, politique et religieux donné. Pour parler de ça, je me suis énormément appuyé sur un livre de Gaël Brustier que vous trouverez dans la bibliographie, qui s'appelle « Le mai 68 conservateur ». C'est un bouquin qui s'interroge sur les fondements de ce mouvement et qui analyse avec un regard gramscien en termes de conquête de l'hégémonie culturelle. Il écrit « La gauche, qui dans ses variantes radicales ou social-démocrates a dominé pendant plusieurs décennies, semble aujourd'hui en peine de donner une explication du monde qui entre en résonance avec l'expérience quotidienne des Français. La droite de gouvernement elle-même ne semble guère mieux lotie, et c'est au regard de ce double vide que la Manif pour tous a redonné vie à l'idéologie conservatrice. La Manif pour tous, il s'agit d'un mouvement de préservation des traditions et d'adaptation au monde contemporain qui s'est transformé, selon l'auteur, en véritable combat culturel. Par exemple, pour reprendre nos catégories, nos pôles entre dirigeants, auxiliaires, etc., la question s'est très fortement posée de l'alliance avec l'islam, et la question d'un approfondissement des relations avec les croyants musulmans a été, au fur et à mesure du temps, un vrai débat dans les militants de la Manif pour tous. Pour expliquer le succès de ce mouvement, Gaël Brustier va par exemple expliquer qu'il n'y a pas à gauche de substitution du sociétal au social, comme on veut souvent le faire croire, mais qu'il y a simplement un abandon du social, et que du coup, le combat politique s'est réduit à un chapelet de tactiques sans prise sur les représentations collectives. Et à partir du moment où il n'y a plus de prise sur les représentations collectives, il y a un espace pour autre chose. Il écrit « La gauche a omis de répondre à la question la plus importante pour toute communauté humaine, qui est celle de la définition qu'elle se donne à elle-même. La politique n'ayant pas moins horreur du vide que la nature, d'autres sont venus combler ce silence assourdissant du gouvernement sur le sujet. » C'est comme ça qu'il va expliquer l'avènement de la Manif pour tous, qui d'ailleurs n'avait été anticipé par personne, du moins pas à cette échelle. Cet événement marque aussi la fin du monopole qu'ont exercé jusque-là les parlementaires sur les questions sociétales liées à la régulation des mœurs. Il dit, pendant que la gauche s'enferme dans l'hémicycle, les opposants au mariage pour tous investissent l'espace public. Donc on va par exemple avoir une promotion de l'engagement chrétien en politique très importante. Au fil des mois, la Manif pour tous va se revendiquer de plus en plus comme un mouvement social, alors que ce terme, a priori, appartenait clairement pas à l'hémisphère droit de la vie politique. Après la défaite de Nicolas Sarkozy, la Manif pour tous va naître d'une contestation du monopole des partis de droite à représenter l'opposition. C'est cette capacité qui explique qui explique notamment la force. C'est-à-dire on ne veut pas laisser les partis traditionnels parler pour nous. Et c'est ça qui a beaucoup permis d'expliquer le succès de la Manif pour tous. Le climat idéologique, c'est évidemment la critique de la théorie du genre, qui n'est pas du tout apparue avec la Manif pour tous, mais qui grandit depuis des décennies et des décennies dans les réseaux catholiques, notamment, et de droite conservatrice. Pourquoi la théorie du genre ? Gaël Brustier toujours écrit, parce qu'elle participe à une lecture déconstructiviste du monde et de l'histoire, les études de genre font écho aux paniques morales ambiantes quant à la destruction du sens et de l'ordre traditionnel. Donc les critiques de la théorie du genre se constituent en retour autour de la notion d'identité,
qui est plus ou moins synonyme de la notion de permanence. Et le succès de ces critiques de la théorie du genre, c'est que d'abord, elle vise à reconstruire, contre une déconstruction jugée menaçante, un univers et un imaginaire susceptibles de répondre aux questionnements des sociétés occidentales sur la question de la stabilité, par exemple. Et là, on voit bien qu'on est clairement dans le cadre des représentations mentales, de la culture, dont on parlait tout à l'heure. Et le deuxième succès de ces critiques de la théorie du genre et de la Manif pour tous, c'est qu'elles vont placer les parlementaires, les intellectuels conservateurs, le réseau des évêques, des prêtres engagés, face à la nécessité d'un calendrier d'action commun. Ça va être par exemple les dates de manifestation qui vont regrouper le spectre très large d'opposants autour d'un même but concret. Les évêques, les militants, au fur et à mesure de ce mouvement, vont opérer une sorte de basculement du champ religieux, qui était cantonné au champ religieux, vers le champ culturel, d'une revendication particulariste à une revendication, une défense universelle. Là, je cite Monseigneur André 23, on n'arrivera pas souvent dans une formation du BCF, mais qui n'est pas n'importe qui, parce que c'est l'archevêque de Paris et qui était, à l'époque où il parle, le président de la conférence des évêques de France. Et pour le coup, je pense que Gramsci aurait été d'accord avec ce qu'il écrit. Ce combat ne se veut pas celui des seuls catholiques, mais entend s'élargir à l'ensemble des citoyens qui ont à choisir du type de société dans laquelle ils se reconnaissent. Donc là, on a vraiment cette volonté de dépasser le mouvement originel pour aller chercher un spectre large dans la société. La Manif pour tous, pour ça, innove aussi énormément en matière iconographique, en détournant les codes de la gauche, mais aussi en s'emparant des symboles républicains, de la symbolique républicaine, voire de la Révolution française. Et donc, les frontières habituelles, en tout cas auxquelles on était habitué, vont s'effacer sous l'effet d'une volonté de modernité affichée. Le travail de propagande, vous vous en souvenez, est considérable. Pendant les manifestations, il n'y a aucune référence religieuse ou alors très marginale. Il n'y a aucune référence passéiste. On ne va pas retrouver le Sacré-Cœur, le blanc monarchique, mais plutôt le rose et le bleu, qui rappellent la distinction entre les sexes, entre guillemets, entre les genres, et qui signifie que le mouvement, s'il dénonce le mariage pour tous et entend défendre la filiation, va s'inscrire dans un combat contre la théorie du genre. Et donc c'est une contestation qui se veut pleinement de son temps. La Manif pour tous et le courant catholique a donc connu, c'est les termes qu'utilise l'auteur, un aggiornamento qui n'est pas réductible au courant catholicisme intransigeant ou même au legs de l'Action française. Il ne s'agit pas d'une simple remise au goût du jour des traditions anciennes. La Manif pour tous va intégrer de nombreux thèmes à son mouvement pour élargir son discours, par exemple le thème de l'écologie humaine. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces thèmes est d'autant mieux partagé par les cadres de la Manif pour tous qu'ils vont aller prendre conseil, aller chercher par-ci par-là des intellectuels qui ne s'affirment pas eux-mêmes comme des opposants particulièrement au mariage pour tous. Et donc, ils vont chercher au-delà de leur propre cercle et ils font le lien avec les diffuseurs de pensée. On a vu un thème très très important chez Gramsci. On a aussi une importante organisation en réseau, avec des initiatives qui surgissent, des associations qui se créent pour perdurer après les manifestations. On a les Veilleurs, les Homènes, les Antigones, le mouvement de l'écologie humaine, le Tour pour tous, tout un tas d'associations qui vont permettre de faire passer ces gens-là, une sorte d'indignés de l'autre bord. Et Gaël Brustier, l'auteur, explique que c'est incontestablement grâce à eux que la droite a dû rénover ses méthodes militantes en appliquant son action à la logique du réseau. Il y a aussi une importante réflexion, une place considérable qui est accordée aux moyens de communication. Dernière partie de l'ouvrage, je m'arrêterai là-dessus. Il va essayer de s'intéresser, de montrer comment les droites peuvent utiliser la Manif pour tous pour se la réapproprier. Pour ça, il faut que la droite soit capable de saisir ce qui a fait le succès de la Manif pour tous pour l'intégrer à son discours. Il écrit: le thatchérisme s'est peu à peu imposé au Royaume-Uni en agissant puissamment sur le sens commun, qui était entendu comme un système culturel. De même, le succès du berlusconisme ne peut se comprendre hors la relation aux médias, principalement aux médias télévisuels. Enfin, pour Angela Merkel, son assise provient de la réassurance qu'elle a su apporter quant à la stabilité des valeurs de référence au sein de l'Allemagne, par ailleurs en mutation. Et donc les droites se sont saisies un peu partout en Europe, avec plus ou moins de succès, des capacités de codage de la réalité pour imposer leur représentation, des représentations qui leur sont favorables. L'objectif va être le même avec l'expérience de la Manif pour tous. L'objectif, c'est de reconfigurer les lignes de rupture et de clivage dans la société. Prendre un exemple dont on parlait hier avec Alexis Cuquier, on dit qu'il y a deux côtés de la barricade, mais on peut placer la barricade à des endroits différents. C'est-à-dire que ce que Podemos essaye de faire en parlant de caste et de peuple, de ceux d'en haut, ceux d'en bas, en instaurant une fracture horizontale et non plus verticale en termes de droite-gauche. C'est aussi ce que va tenter de faire la Manif pour tous, en tout cas une frange un peu plus issue de l'extrême droite, en parlant de la majorité contre les minorités,
et où là, les minorités vont inclure les immigrés, les musulmans, les homosexuels, et vont condamner en même temps moralement les élites en se faisant les défenseurs d'une démocratie idéale. Aucun propos ne pourrait être censuré à cause de la liberté d'expression. Ça, c'est le tournant que va opérer Marine Le Pen en s'appuyant sur le leader du Parti pour la liberté qui domine l'extrême droite néerlandaise. À l'UMP aussi, des stratèges, par exemple Patrick Buisson était très en pointe là-dessus, vont être très attentifs à ce mouvement, et il va s'agir de traduire politiquement la hantise du déclin, le déclin étant jugé comme dominant, sinon hégémonique dans la société, cette peur du déclin. Ça implique, pour transformer le discours, de revenir sur la question des mœurs, d'intégrer des éléments de régulation, etc., etc. Pour finir, on peut dire que l'adoption de l'écologie et la dénonciation du genre participent à une même préemption de la totalité des aspects de la vie. C'est-à-dire que les sphères collectives de la nature, l'agriculture, l'alimentation et de la société, la santé, l'éducation, sont mises en relation avec les sphères intimes de la naissance et de la mort, avec les thèmes de la PMA, de la GPA et de l'euthanasie. En fin de compte, ce qu'a fait la Manif pour tous, avec un certain nombre de limites dont on pourrait discuter, c'est imposer un univers, son référentiel dans la société française, en créant une mobilisation et des codes nouveaux qui ont été massivement repris au-delà des quelques extrémistes catholiques auxquels on a essayé souvent de réduire le mouvement. Et donc, j'aurais dans les temps la même conclusion que Gaël Broussier dans son ouvrage, c'est que la gauche a beaucoup à apprendre de ce mai 68 conservateur. Voilà. Je te remercie beaucoup.